Les repreneurs de la 5 et de la 6 sont en piste ce soir. Les dossiers viennent d'être déposés auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés. Nous en parlerons dans un instant avec François Léotard, qui est l'invité de ce journal. La Société Générale privatisée dès cette année, c'est la première banque nationalisée après la guerre qui revient ainsi dans le secteur privé. Les Français malades du sommeil, ils prennent davantage de somnifères et les enfants aussi dorment de plus en plus mal. C'est le dossier de ce journal. Et puis ce mardi 10 février, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et notre camarade Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le PAF prend forme. Le nouveau paysage audiovisuel français se dessine peu à peu malgré les péripéties autour de TF1. Et ce soir, depuis quelques secondes exactement, les candidats ont remis leur dossier pour le rachat de la 5 et de la 6. C'est à la fin du mois que la CNCL doit rendre son verdict. Mais sans attendre, Gaël Monlahuc nous présente les candidats qui tiennent la corde, en commençant par la 5. Ils ont travaillé comme des fous toute la nuit. À 16 h, ils comptaient encore les pages. Scène de bouclage dans la fièvre chez l'un des groupes candidats, Occidental Média. Des dossiers très complets qui comportent à la fois une description du projet, le profil du groupe, la situation financière et même des croquis détaillés d'une salle de rédaction par exemple. Celui qui présente ainsi sa candidature, c'est Jimmy Goldsmith, le patron de la Générale Occidentale, de l'Express et des presses de la Cité. Générique nouvelle bannière, image de synthèse pour cette esquisse de chaîne sur lesquelles sont associées des banques, des entreprises de presse et un groupe australien déjà compétent dans l'audiovisuel. Un investissement prévu d'1 milliard de francs. Une chaîne où l'information devrait avoir une très large place. Il est 17 h, il est temps d'embarquer enfin les énormes dossiers. Le groupe concurrent a une petite longueur d'avance puisqu'à la même heure, ils viennent juste d'arriver au siège de la commission. Un dossier bouclé pour la reprise de la 5, conduit par Robert Hersan, qui fait alliance avec les actuels propriétaires, Silvio Berlusconi et Jérôme Sédou. Une candidature qui est donnée pour l'instant comme favorite. Ils sont très discrets, voire même secrets sur le contenu de leur projet, piloté par des professionnels. Chacun espère de toute façon apparaître comme le meilleur aux yeux de la commission. Verdict à la fin du mois. Ça, c'est donc pour la 5. Pour la 6, maintenant, la petite dernière, il y a 4 candidats qui représentent des groupes associés pour l'occasion. 4 candidats qui ont rendu ce soir, eux aussi, leur copie. Emmanuel Vanier les a rencontrés. 3 candidats pour TV6, une chaîne très convoitée. Une chaîne généraliste avec musique, fiction et information, c'est le projet du premier candidat, la Lyonnaise des Eaux. Elle gère déjà la société Paris Câble qui diffuse 15 chaînes sur les 3 arrondissements câblés de Paris. Principaux associés, 2 groupes financiers, Paribas et Suez, et depuis hier la CLT, la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, c'est-à-dire RTL. Une chaîne pour les jeunes de 15 à 35 ans, c'est le projet TFM, Télévision, Fiction et Musique. Principal actionnaire, UGC, l'Union Générale Cinématographique, associée à des éditeurs musicaux, Virgin, CBS, Polygram. 20% du capital pourrait être réservé au public. Il y a 50% de musique française sur lequel nous nous engageons dès le début, c'est donc radicalement différent de tout ce que vous avez aujourd'hui. Et 50% de films et fictions d'expression française, là encore, c'est un mieux-disant culturel beaucoup plus fort que tout ce que j'ai entendu dire à la fois dans la presse et dans les programmes actuels. Dernier candidat, l'actuel concessionnaire de la 6. 3 associés principaux, le groupe Publicis, la Gaumont et la radio Énergie. Pas de changement de fond dans la programmation. D'ici 3 ou 4 mois, TV6 s'affirme en mesure d'émettre 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas tentés par l'information. C'est un métier très difficile et aujourd'hui, nous considérons que nous avons un produit qui marche, un produit qui plaît et un produit auquel son audience est extrêmement fidèle. Nous ne voyons pas de raison de le changer de façon radicale. TV6, TFM ou la Lyonnaise des Eaux, 3 candidats qui se disent prêts à émettre dès le 1er mars.
Voilà, entre 3 ou 4 candidats selon les comptes. Dans le tout dernier journal, Hervé Claude recevra Jacques Duquesne, le président du Point, qui est associé avec Bouygues, lui, pour la reprise de TF1 de la première chaîne, avec une contribution sans complaisance aujourd'hui sur ce dossier de la première chaîne. Elle émane de Raymond Barre qui s'exprimait ce matin au forum de Télérama. L'ancien Premier ministre y est donc revenu, entre autres, sur le sort de TF1 après la défaillance de l'agence Havas et les hésitations du groupe Hachette. Raymond Barre qui lance un pavé dans la mare audiovisuelle du gouvernement. Rachid Arabe était très attentif. On pouvait ne pas engager la privatisation de TF1, mais à présent, il faut aller jusqu'au bout. Raymond Barre a pris aujourd'hui de sérieuses distances avec la politique de communication du gouvernement Chirac. Raymond Barre qui a ironisé sur un Premier ministre qui prend une décision et se demande ensuite pourquoi il l'a fait. Petite phrase assassine hors micro, en public, Raymond Barre a plutôt évoqué les relations du gouvernement et de la CNCL. On ne peut affirmer des principes d'indépendance, créer des institutions pour les faire respecter et simultanément s'ingénier à échafauder des combinaisons où l'État reste fortement présent. Ensuite, la concentration excessive des médias menace le pluralisme d'expression. Il est donc clair que si les médias les plus importants, à commencer par la télévision, devaient finir par n'être partagés qu'entre quelques groupes déjà dominants, la liberté de choix des citoyens s'en trouverait restreinte d'autant. Et Raymond Barre de conclure, hors caméra à nouveau, si personne ne veut de TF1, on verra bien ce qu'il conviendra alors de faire. Monsieur le ministre, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Barre ne vous a pas dit que des tendresses aujourd'hui? Non, la réalité, elle est quand même celle-ci. La loi que nous avons fait voter, et d'où vient la privatisation de TF1, elle est issue directement des engagements que tout le monde, je dis bien tout le monde, a pris, y compris M. Barre, a pris au moment de la campagne électorale. Et cette loi, elle s'applique. Figurez-vous que nous sommes des gens curieux, nous faisons ce que nous avons dit. Et elle s'applique ce soir même, aujourd'hui à 20h, puisque les dossiers des candidats sont devant tout le monde. Pour les deux chaînes, pour la 5 et la 6. Pour la 5 et la 6. Alors je vous ferai observer quand même que l'année dernière, exactement à la même époque, en janvier, fin janvier 1986, dans la stupeur, l'indignation et la colère générale, notamment des créateurs, on avait attribué dans le secret des bureaux ministériels la 5 et la 6. Aujourd'hui, tous les journalistes, et je m'en réjouis, vous-même, tous les commentateurs, tous les journalistes de France et de Navarre, disent voilà ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. Eh bien, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la transparence. Alors, monsieur le ministre, pour la 5 et la 6, on en saura plus à la fin du mois, on l'a dit tout à l'heure. Pour TF1, en revanche, on a l'impression que vous êtes quand même un peu trompé, un peu planté sur le prix. Alors, je ne crois pas, vraiment pas. Pourquoi? Le Parti Socialiste dit ça valait 3 fois ça, ou 2 fois ça, je ne sais plus quel est le chiffre qu'ils avaient annoncé, mais tout à fait stupéfiant. Et en disant, si vous descendez en dessous de ce prix, c'est du bradage. Bien, en fait, nous avons fait l'évaluation de cette chaîne avec la cascade d'appels d'offres, de cabinets d'expertise, de banques, elles-mêmes mises en concurrence, nécessaires pour une opération aussi sérieuse et aussi lourde. Et pourtant, c'est trop cher apparemment pour de très très gros candidats. Voilà, mais alors qu'on ne dise pas, quand M. Hersan va sur TF1, c'est Matignon. Et quand il s'en va de TF1 et pour aller sur la 5, c'est qui? Quand Havas va avec Hachette, c'est Matignon. Et quand Havas s'en va, c'est qui? Il faut enfin qu'on raisonne dans ce pays sérieusement. Ce qui est en train de se faire actuellement aux États-Unis, ça susciterait la passion légitime des téléspectateurs. Parce que c'est une compétition. C'est une compétition d'entreprises qui ont chacune leur stratégie. Eh bien, moi je suis pour la stratégie des entreprises. Vous pensez que le prix de 3 milliards pour les gros repreneurs est un bon prix? Vous allez le maintenir? Bien entendu, il a été fixé maintenant à travers le processus que j'ai évoqué, qui est un processus tout à fait transparent, plusieurs banques, plusieurs cabinets d'expertise, et ils sont arrivés à ce prix-là. Je peux vous dire, nous avons jusqu'au 23 février. Je peux vous dire que je suis prêt à revenir, si vous m'invitez, j'en serai très heureux, mais n'abusons pas, je suis prêt à venir le 23 février, vous verrez qu'il y aura des candidats. Je suis prêt à prendre les paris avec vous, Bernard. Avec un risque, c'est que le mieux-disant culturel, auquel vous tenez beaucoup apparemment, soit un petit peu disparaisse au profit d'un mieux-disant économique, car il y a moins de monde pour acheter. Oui, alors c'est la raison d'ailleurs pourquoi nous avons fixé par exemple 10 ans à l'autorisation d'émettre pour TF1, c'est bien pour qu'il y ait une épée de Damoclès qui soit suspendue sur les candidats pour qu'ils appliquent les engagements qu'ils vont prendre. 10 ans qui font très peur, ça participe également à la grande crainte du rachat. C'est vrai, mais on ne peut pas en même temps demander des engagements, et notamment des engagements culturels. Je pense à la protection du cinéma, je pense à la production d'œuvres lyriques, musique, danse, théâtre, etc. On ne peut pas demander tous ces engagements culturels et en même temps s'ils ne sont pas appliqués, ne pas avoir de sanctions. Or, il y a une sanction là, c'est effectivement qu'au bout de 10 ans, l'autorisation pourrait ne pas être renouvelée. Est-ce qu'on peut imaginer que ce point précis, les 10 ans, vous les revoyez dans un nouveau projet de loi, que vous modifiez la loi? Non, ce qu'il faut savoir... C'est pas un point qui est négociable? Non, non, parce que ça vient de la loi. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que
pour prendre l'exemple des États-Unis, mais d'autres pays occidentaux, la reconduction, sauf faute grave, elle est quasiment automatique. Par la Commission, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement, c'est la Commission. Comme dans tous les grands pays. Il faut enfin que les Français sachent qu'on va vers une situation de modernité dans ce pays, où ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est une commission, et qu'elle attribue ça avec en face d'elle plusieurs candidats. Et que ces candidats, ce sont des entreprises, ce n'est pas l'État. Alors justement, imaginons, cas de figure, que personne ne veut ou ne peut racheter les 50% de TF1. Que se passe-t-il? L'État conserve ses parts? Non, mais cette hypothèse, encore une fois, retrouvons-nous le 23. Je suis prêt à vous dire qu'elle est... C'est de la science-fiction, je ne suis pas un homme de science-fiction. Elle ne se réalisera pas, je vous le dis à l'avance, parce qu'il y a des groupes français et épaulés par des groupes étrangers pour certains qui le souhaitent, eh bien, il y a des groupes qui sont en mesure d'acheter. Et je souhaite encore une fois que ça soit le cas. Nous avons voulu mettre en place un système où il y a un groupe qui est l'opérateur, c'est-à-dire celui qui dirige la chaîne, et 50% réservé au grand public, c'est-à-dire que ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent acheter TF1, parce que c'est aussi leur affaire, eh bien, ils pourront acheter des actions de TF1. Et je peux vous dire que comme citoyen, je souhaite qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Plus les salariés eux-mêmes de la chaîne qui auront des actions privilégiées. Je crois que nous allons enfin vers la démocratie qui consiste à dire une chaîne de télévision, c'est aussi mon affaire. Une toute dernière question, Monsieur le Ministre. Laurent Fabius a dit récemment, si nous revenons au pouvoir, nous renationaliserons TF1. C'est triste d'entendre ça, parce qu'il ne faut pas que les alternances, ce soit des vengeances. C'est pas ça, l'intérêt de la France, c'est quoi? Pourquoi tu le disais comme ça? Non, mais ce que je veux dire simplement à M. Fabius et à vous-même, à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, sur nos têtes, on reçoit 16 émissions par satellite, il y en a une seule qui est française. Il faudra enfin les Français partent à l'assaut de ces marchés-là, que la France soit présente dans la compétition internationale. C'est pas l'État qui fera ça, ce sont des entreprises performantes. Et tous les groupes français actuellement dont on parle tous les soirs, et vous le faites, et c'est bien que vous le fassiez, tous ces groupes-là sont de taille tout à fait trop petite par rapport au groupe allemand, au groupe anglais ou au groupe américain. Et donc, que les Français considèrent cette guerre des images qui est en train de se faire autour d'eux et qu'ils ne fassent pas une espèce de système d'avant 40, de lignes Maginot, dans lequel ils pensent qu'ils vont être protégés. Ça, c'est pas vrai. Alors, vraiment, je dis ça à M. Fabius, mais je le dis à tout le monde, il faut que les Français soient présents dans cette compétition et qu'ils soient présents en étant forts. Monsieur le ministre, merci d'être venu au soir de ce dépôt des candidatures. Pour la 5 et pour la 6, on vous reverra certainement à partir de TF. Merci beaucoup. Vous restez avec nous car on poursuit sur les privatisations. Maintenant, mais dans un autre secteur, la banque, la Société Générale sera privatisée dès cette année. Édouard Balladur l'annonce dans une interview au journal Le Monde, publiée cet après-midi. La Société Générale, c'est, vous le savez, l'une des trois vieilles, entre guillemets, les trois banques nationalisées à l'instigation du général de Gaulle au lendemain de la guerre. C'était en 1945. À ses côtés, le Crédit Lyonnais et la BNP. Et cela promet déjà l'amorce d'une jolie polémique. Sylvain Sipel. Madame, monsieur, bienvenue à la Société Générale. Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie. La Société Générale, c'est 3 300 000 clients, un chiffre d'affaires de 738 milliards de francs, un bénéfice net en progression de 1 600 millions. Troisième banque française derrière la BNP et le Crédit Lyonnais, 15e banque dans le monde. La Société Générale, c'est encore 34 300 salariés en France, une présence dans 63 pays, la première place mondiale pour le crédit bail. Pour son président Marc Viennot, la privatisation est une bonne chose. Mais déjà, on sent poindre la polémique politique. C'est un retour en arrière déplorable. Le gouvernement défait ce que le général de Gaulle avait fait à la Libération. C'est aussi un hommage aux résultats obtenus par cette grande banque française qui fait des bénéfices puisque l'on se propose de la vendre. Alors, puisque les banques se portent si bien, pourquoi avoir accepté de faire payer les chèques, mesure que Jacques Delors et moi avions refusée pendant 5 ans? Trahir de Gaulle, vous dites ça à moi, FFL? Mais reportez-vous dans le contexte 1945, quand le général de Gaulle a voulu permettre à l'économie française exsangue après 5 ans de guerre d'avoir un système bancaire qui l'aide. Et reportez-vous au contexte actuel et international bancaire aujourd'hui, il est indispensable que le système bancaire se dynamise, se démocratise et trouve une nouvelle dimension. C'est une nécessité. La Société Générale est la 8e société dont la privatisation est déjà programmée cette année. Mais Édouard Balladur n'écarte pas l'idée d'ajouter d'autres noms à la liste. Dans cette même interview au Monde, à noter qu'Édouard Balladur lance un appel à l'unité et à la discipline de la majorité, une manière de mise en garde à destination de Raymond Barre.
Yves Chalier restera bien en prison, c'est ce que vient de décider la Chambre de la Cour d'appel de Paris, les magistrats qui estiment qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter toute concertation entre l'accusé numéro 1 dans l'affaire du Carrefour du Développement et les autres témoins. Et puis on a appris ce soir que Christian Ucce et Yves Chalier seront bientôt confrontés. Toujours l'attente pour les 4 otages américains détenus par le djihad islamique pour la libération de la Palestine. Leurs ravisseurs ont reporté l'ultimatum qui prévoyait de les exécuter hier soir à minuit si Israël ne se décidait pas à libérer 400 détenus palestiniens. Le délai est donc reporté alors que Jérusalem semble justement prête à négocier ou du moins à réfléchir à cette proposition. Le Premier ministre, M. Shamir, l'a redit tout à l'heure. Oui, nous devons tout d'abord recevoir une demande, une proposition formelle, et nous devons être sûrs de quoi il s'agit. Qu'allez-vous faire avec la liste de 400 prisonniers que va vous transmettre la Croix-Rouge internationale? Nous n'avons reçu aucune liste jusqu'à ce moment. Mais vous allez l'examiner, vous n'allez pas la rejeter? Si elle arrive, alors il faudra l'examiner et voir ce qu'il signifie. Israël, donc, ne rejette pas le principe d'une discussion. C'est nouveau dans la crise des otages et c'est rassurant, d'autant plus qu'une partie de la 6e flotte américaine fait relâche ici, à Haïfa. Jérusalem et Washington font de gros efforts pour faire baisser la tension dans la région. Quelque chose bouge à Moscou avec 2 événements qui font suite à la libération de 45 dissidents en fin de semaine dernière, nous vous le disions ici avec Georges Bortoli. D'abord, une nouvelle libération de 140 détenus politiques. Ils se sont auparavant engagés à cesser toute activité jugée anti-soviétique. Et puis, il y a cette manifestation inimaginable il y a quelques mois encore, en plein cœur de Moscou, une dizaine de réfusniks, ces juifs qui réclament le droit de partir en Israël, ont défilé dans une rue piétonnière. D'abord la surprise, car tout le monde s'attendait à être immédiatement arrêté. Parmi eux, il y avait la famille de Yosif Begun, condamné à 7 ans de camp et qui n'a pas été libéré la semaine dernière de toute évidence. Les policiers avaient reçu consigne de ne pas intervenir. La manifestation s'est terminée sans heurts et c'est tout à fait nouveau. La situation au Tchad, vue de Paris avec cette mise au point de François Mitterrand qui tient en une phrase que les Libyens s'en aillent et les Français s'en iront. Une réponse au président congolais Nguesso en visite à Paris. Il est aussi le chef de l'OUA. Il avait préconisé le retrait des forces libyennes et françaises du Tchad. Pour Paris, il y a donc un préalable, le départ des soldats de Kadhafi. Veillée d'armes en Espagne, à quelques heures de la grande manifestation des étudiants à Madrid. Un mouvement qui dure depuis plus de 10 jours malgré des négociations avec le ministre espagnol de l'Éducation. Une manifestation en tout cas qui intervient alors que l'enthousiasme s'émousse quelque peu chez les lycéens et les étudiants puisque le seul point qui achoppe porte maintenant sur la sélection. Alors pour comprendre la raison de cette colère, Philippe Lefay et Gilbert Uzan ont mené l'enquête dans un lycée espagnol où ils ont rencontré les jeunes les plus engagés dans le mouvement. Combien y a-t-il de chômeurs en Espagne? Nous avons environ 3 millions de chômeurs. 3 millions de chômeurs. Tout est dans ce chiffre. C'est l'angoisse de David et des parents qu'il a chez lui ce soir-là. David, 17 ans et quelques idoles. Il est en terminale et en grève depuis 2 mois, comme la majorité des copains de son lycée, petits ou grands. Dans cette cité dortoir du sud de Madrid, 130 000 habitants et 10 000 chômeurs. De quoi avoir peur du futur très vite, quand on n'a connu ni mai 68, ni Franco. La grève depuis 2 mois. Alors presque tous les jours, parce que la réponse est rarement dans la famille, les bars du coin, pour un peu de rock, de fumée, et pour un dernier verre avant l'assemblée générale quotidienne au lycée. On parle légitimité du vote de la grève, de la manifestation du lendemain, des jaunes qui assistent aux cours, le tout sous l'œil attentif du directeur. Mansé la plus dure s'acharne à convaincre. Qu'importe s'il faut que le gouvernement socialiste crée 17 universités de plus pour accueillir tous les lycéens. La faculté, c'est selon eux la seule chance de s'en sortir. Et encore. Aujourd'hui, dans ce pays, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux rien faire, sinon avoir un boulot médiocre. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton futur dans la vie? Des enfants? Un mari? Des vacances? Non, non, ce que je voudrais, c'est vivre bien, avoir un bon boulot. En fait, je ne veux rien de plus, seulement vivre à l'aise. Et moi, je voudrais un diplôme qui me permette de faire la carrière informatique que j'aime. L'appariteur du lycée de Retafe n'aura peut-être plus à garder longtemps ses classes vides. Il y a de moins en moins de grévistes,
Personne ne veut perdre un an et le gouvernement est allé au bout de ses concessions. Conclusion provisoire, celle de Joaquim Sabina, un rocker très écouté par les jeunes. Certes, il a 40 ans, mais il parle comme eux. Quelle est la génération perdue aujourd'hui? Les 35-40 ans ou les 16-17 ans? Bon, je crois que mon génération, la génération des 40 ans, ont gagné le pouvoir, ont gagné le travail, mais probablement ont perdu son âme. Voilà, et j'ajoute que le ministre espagnol de l'Éducation se déclare prêt ce soir à revoir la législation sur la sélection, donc sur l'entrée à l'université. La mort dramatique de Jean Carieux, l'ancien président de l'OM, l'Olympique de Marseille. Monsieur Carieux s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête pour des raisons qui demeurent ce soir mal définies. Ce qui est sûr, c'est que l'émotion est grande à Marseille. Alors avant d'entendre les premières réactions à cette affaire, voici ce que nous rappellent Henri Bodiguel et Dominique Louglou. Président de l'Olympique de Marseille, c'était le titre de gloire de Jean Carieux. Il avait tout fait pour le devenir. Mais s'il faut chercher une explication à son geste, ce n'est pas seulement du côté du football qu'on trouvera la réponse. Jean Carieux avait monté un groupe d'affaires qui allait de l'agence de voyage à l'entreprise spécialisée dans les travaux miniers. Mais ces affaires ne marchaient plus très bien et ce sont peut-être ces difficultés financières qui ont amené Jean Carieux au Cap Canaille, à l'endroit où la falaise domine le port de Cassis. C'est là qu'il s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Ça a été une personnalité pendant 3 ans. Il a fait remonter l'OM en première division avec les minots. On ne peut que lui donner notre chapeau. Hein. Je ne vous cache pas que c'est dramatique. C'est ce que je ressens en tant que vice-président du club central des supporters. Je le répète, c'est dramatique. Alors on y va. Voici la signature qui marque la fin de l'ère Carieux à l'Olympique de Marseille. Jean Carieux aimait l'OM et il savait que seul le tandem Tapie-Hidalgo pouvait donner au club une dimension européenne. Dimension que financièrement et sportivement, il n'avait jamais pu lui donner. Pourtant, c'est à lui que l'OM doit sa dernière remontée en Division 1. Élu à la tête du club le 24 juin 81, il y restera jusqu'au 10 avril 86, faisant redécouvrir l'OM et ce qu'on appelait alors les minots. Il a tenu 5 ans à la tête du club, ce qui à Marseille est déjà un exploit. On ne pardonne rien à ceux que l'on aime. La presse locale n'a jamais beaucoup aidé Jean Carieux. À 57 ans, il avait abandonné toute responsabilité, mais restait un inconditionnel de l'OM. Même l'OM à la Bernard Tapie. Il n'était pas rancunier et restait un fidèle des tribunes du stade Vélodrome. Le footballeur lensois Didier Sénac, condamné à 1 an de prison ferme pour coups et blessures, on l'a appris tout à l'heure. Le stopper lensois a été condamné pour 2 faits différents, condamné par défaut. Il lui reprochait d'avoir frappé une première fois un automobiliste, puis une autre personne dans un dancing, lensois. Didier Sénac est donc condamné à 1 an de prison ferme par défaut, je le répète. Il l'a appris lui-même tout à l'heure alors qu'il était à l'entraînement. François Mitterrand a décidé aujourd'hui de ne pas signer le décret de mutation du procureur de Valence, Georges Apap. Cette mutation avait été proposée par le garde des Sceaux. Il faut se souvenir que dans son discours de rentrée, M. Apap avait dénoncé la dramatisation faite autour du problème de la toxicomanie. En tout cas, le refus du président illustre une nouvelle fois les aléas de la cohabitation. Pas de dérapage des loyers en 1987, pas plus de 3% pour la moyenne nationale, c'est ce qu'a annoncé le ministre du Logement, Pierre Méhaignerie, annonçant du même coup la création d'un observatoire chargé de ce problème en région parisienne. Les nuits blanches des Français, car la France dort mal, c'est ce qui ressort d'une enquête de la Fédération de la Mutualité Française. 2 chiffres révélateurs, 1 Français sur 4 a du mal à trouver le sommeil, et puis 1 sur 10 utilise régulièrement des somnifères. Et le plus grave, c'est que les enfants aussi sont maintenant touchés par ce fléau. Enquête de Geneviève Moll et de Robert Rosier. Peu d'enfants ont de vrais troubles du sommeil. Mais lorsqu'ils dorment mal, c'est la plupart du temps parce que leur vie quotidienne est perturbée ou que leurs parents eux-mêmes sont insomniaques. Aujourd'hui, 9 millions de personnes prennent des calmants ou des somnifères pour réguler leur sommeil. Le problème, c'est qu'ils entraînent le plus souvent leurs enfants avec eux dans cette galère. Effectivement, il y a une habitude, d'une certaine manière, à donner quelquefois les mêmes médicaments que les adultes prennent aux enfants, ou de toute façon à s'en servir plus souvent. Cette habitude fait que 7% des enfants de moins de 3 mois prennent un sédatif, 16% de moins de 9 mois connaissent les calmants et 1/5 des enfants de moins de 6 ans a reçu une médication de ce type. Dans 10% des cas, ce sont les mères seules, sans avis du médecin, qui prennent l'initiative de tels traitements.
le plus souvent pour calmer l'enfant dont les pleurs dérangent. Mais ces drogues apparemment inoffensives peuvent présenter à long terme des dangers. On peut craindre, et nous sommes un certain nombre à le penser, que l'initiation à une prise quotidienne de médicaments pour aller vers un certain confort facile, ça soit la porte ouverte plus tard au recours à la pilule et aux comprimés pour surmonter une petite déprime, une préoccupation, une angoisse, et donc vivre à travers le médicament et non pas à travers sa propre réflexion, sa propre responsabilité. Est-ce que cela peut favoriser la prise de drogue? Je pense aux drogues dures en particulier. Dans certains cas, ça nous paraît certain. Heureusement, ces cas extrêmes sont encore assez rares. Mais peut-être convient-il, comme le fait l'équipe du professeur Delormas en région Rhône-Alpes, d'empêcher la prise continue de sédatifs par les parents et par les enfants, en leur apprenant par exemple à redormir et à faire dormir. Le retour de Paul Simon qui est ce soir en concert au Zénith à Paris. Simon et Garfunkel, rappelez-vous, c'était le duo des années 60. Paul Simon est maintenant solo et dans son dernier album, il prend fait et cause pour les Noirs d'Afrique du Sud et pour la musique des faubourgs de Soweto. Un disque superbe, un concert qui promet de l'être tout autant et le son de Paul Simon vu par Jean-Jacques Dufour. Dans les rues de Soweto qui grondent, comme dans les champs de coton américains du siècle dernier, la misère et l'oppression n'empêchent pas les Noirs de faire de la musique et de danser. Cette musique que Paul Simon a découvert par hasard et dont il est tombé amoureux a donné naissance à un album superbe, Graceland. Un disque du tonnerre où le rock rencontre l'Afrique. Paradoxalement, en Amérique, on lui reproche d'avoir brisé le boycott établi par ce pays sur tout ce qui vient d'Afrique du Sud. I was unaware that the cultural boycott applied to going to South Africa to record with black South Africans. I thought that it was about performing there in front of segregated audiences. So, on that level, I inadvertently broke the cultural boycott. Dans cette interview accordée aux enfants du rock, Paul Simon ajoute « De toute façon, je ne crois pas que le boycott culturel soit destiné à bloquer l'art sud-africain et la culture sud-africaine dans ses frontières. Les problèmes d'apartheid ne doivent pas occulter la culture sud-africaine, ce serait doublement injuste. » Felt very frustrated at not being able to get their music out to the world, and they described it as living with a double apartheid. Nul doute que grâce à ce disque, Paul Simon contribue à mieux faire connaître cette musique évocatrice de souffrance, de révolte et d'injustice. Ici, avec le groupe sud-africain Lady Smith Black Mambazo, il chante Homeless, sans foyer. Ça ressemble à un blues du Mississippi. Graceland, l'album du Come Black réussi. Somebody sing, hello, somebody sing, somebody cry, why, somebody sing. Voilà, et puis plus près de nous, je vous signale que Georges Lavelli vient d'être nommé à la direction du TEP, le théâtre de l'Est parisien. La météo, maintenant une courte météo, Laurent, et ça se gâte, m'avez-vous dit? Et oui, ça se gâte. C'est normal, remarquez, du temps doux et ensoleillé au milieu du mois de février, ça ne pouvait pas durer. Demain, la vedette météo, bien ce sera la pluie. Alors on va la voir arriver sur l'Atlantique, sur la carte du temps prévue pour demain. Vous allez voir, cette perturbation, elle est là. Demain, c'est la situation pour le milieu de la journée, sur toute la moitié ouest du pays, un ciel très couvert avec des vents, des averses et un ciel donc très nuageux. Le matin, sur toute la moitié est sera épargné, donc il y aura quelques éclaircies, mais dans la journée, petit à petit, cette perturbation va gagner, disons, une grande majeure partie du pays. Attention sur la Méditerranée, il y aura des orages en Corse, des orages en mer et des vents qui souffleront assez fort, presque en tempête. Les températures, elles sont en baisse, c'est normal, elles redeviennent à peu près normales, elles étaient vraiment très très élevées. 10-11 degrés dans le nord-est, 9 degrés à Paris, 7-9 degrés dans le nord-ouest, et puis dans le centre, 9-10 degrés, toujours près de la Méditerranée, des températures agréables, puisqu'on atteindra souvent les 14 et les 15 degrés. Notre agenda demain sera le mercredi 11 février, le soleil se lèvera à 8h08, se couchera à 18h02. Nous fêterons les Séverins et Notre-Dame de Lourdes parce que c'est le 11 février 1858 que pour la première fois la Vierge est apparue à Bernadette-Soubirous. Tout le monde sait ça, voyons. Dernier journal, c'est avec Hervé Claude aux environs de 23h30 et puis demain, Claude Sirillon sera dans ce fauteuil à 20h. Très bonne semaine et très bonne soirée sur Antenne 2.